vais essayer de rentrer plus dans le détail par rapport à ce que tu as pu évoquer. Oui, parce que le problème de la dette, ce n'est pas un problème en soi, c'est irrémédiablement lié à un problème de monnaie, à la manière dont aux finalités qu'on donne à la monnaie, à la manière dont on la produit, on l'émet, on la crée et on la détruit. Parce que, bon, il y a quelque chose qui est absolument évident, ces dettes, l'accumulation des dettes publiques depuis les 30-40 dernières années est absolument liée à une modification radicale du régime monétaire, qu'on pourrait dire, c'est-à-dire de la manière de fabriquer la monnaie dans les pays occidentaux. Et un des traits les plus particuliers, qui est lié à la financiarisation aussi, à la globalisation financière, dont un des traits particuliers est d'avoir fait ce qu'on appelle la répression monétaire des États, c'est-à-dire d'avoir interdit aux États souverains d'émettre leur propre monnaie, pas nécessairement avec un monopole, mais dans les Trente Glorieux, dans la période précédente, nous avions une combinaison d'émissions par les États, par les trésors publics de monnaie, et d'émissions par la monnaie de crédit, par les banques. À partir des années 70, mais ça se développe déjà dans les années 60, les idées d'interdire à l'État d'émettre de la monnaie sont des idées néolibérales, même libertariennes, mais qui se sont développées et que les États eux-mêmes ont entérinées. Et quand on a eu Maastricht, au moment de Maastricht, cette interdiction, cette répression monétaire du pouvoir monétaire de l'État a été maximalisée, elle a été généralisée à l'ensemble des pays de la zone, elle a été inscrite dans la Constitution, dans des traités qui sont... Alors qu'avant, elle existait dans certains pays. Mais en plus, avec Maastricht, c'est l'endroit où cette répression monétaire a été menée le plus loin. Si vous regardez les banques centrales, la BCE, vous comparez la Banque Centrale Européenne avec la Banque du Japon, avec la Fed aux États-Unis, avec la Banque d'Angleterre, vous voyez que les États ont gardé une main sur l'émission monétaire beaucoup plus forte que dans le cadre de la BCE, que dans le cadre européen. Donc, inversement, on a une liaison, cette dette qui a été accumulée et que l'on veut réduire. Je pense qu'il ne s'agit pas de l'annuler, mais plutôt de la réduire drastiquement et de la rendre légitime, s'il y en a besoin, notamment pour construire des infrastructures, par exemple. Eh bien, elle est inversement, si nous changeons le régime monétaire, nous pouvons réduire considérablement cette dette. Alors, il y a un élément central dans cette idée, immédiate, le lien monnaie-dette, il est immédiat dans ce qu'on appelle la dette flottante. Qu'est-ce que c'est que la dette flottante? C'est de la dette de trésorerie qu'ont les pouvoirs publics. C'est-à-dire que les flux de ressources, d'impôts étant plutôt sectionnés alors que les flux de dépenses sont continus, comme les entreprises, les États ont des problèmes de trésorerie. Vous voyez, tous les jours, ils peuvent être en déficit et donc il faut avoir un moyen de... On est illiquide tous les jours, donc il faut avoir un moyen d'avoir du crédit tous les jours pour financer les dépenses publiques, le flux continu des dépenses publiques. Même si à la fin de l'année, toutes ces dettes vont être annulées, puisqu'on va avoir des recettes qui sont éventuellement supérieures aux dépenses. Vous voyez? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé de plus fondamental? C'est que même avant, l'État se débrouillait avec un circuit du trésor, un concept qui a un peu disparu, qu'on n'enseigne plus dans les universités d'ailleurs. Et les États se débrouillaient pour s'autofinancer la dette. C'est-à-dire qu'ils émettaient leur propre crédit et ça leur revenait et il n'y avait pas de problème au niveau de la dette flottante. Et si vous regardez pendant les 30 Glorieuses, la dette en constant du PIB des États a complètement chuté. Alors, bon, ça c'est lié aussi au taux d'inflation qui était un peu supérieur, mais voilà ce qui est important. Alors, avec la globalisation financière, c'est-à-dire que tous les 15 jours, l'agence, par exemple en France, l'agence France Trésor, pour payer, y compris la dette flottante, eh bien, elle émet de la dette sur les marchés financiers. Vous voyez? Et ça peut être de la dette à court terme, 6 mois ou 2 ans, ou à 10 ans, mais ça veut dire que là, et donc on paye des intérêts là-dessus, etc. D'où le rollover, le développement de la dette elle-même. Bon, inversement, donc, un second moyen, ça n'est pas antagonique au fait de démontrer qu'une grande partie de la dette est illégitime, odieuse, antidémocratique, etc., c'est aussi de se battre pour modifier le régime monétaire. Et donc lutter contre cette monnaie unique qui n'est pas unique au sens où on a une unité de valeur, l'euro pour tout le monde,
mais aussi unique au sens où la logique de l'émission monétaire est dictée par les marchés financiers, par la logique des marchés financiers, et en même temps où on a concédé un monopole de l'émission monétaire aux banques commerciales, aux banques privées. Voilà, c'est ça. Si on sort de ça, eh bien, automatiquement, on trouvera des moyens de financer les dettes flottantes des pays sans taux d'intérêt. Il faut, en fait, les grandes idées pour changer ce régime monétaire, c'est de retirer ce monopole aux banques de l'émission monétaire. Vous voyez? Bon. Alors, on voit bien que la société, déjà, a mis en pratique tout ça, puisque nous avons des grands mouvements sociaux d'émission monétaire, ce qu'on appelle les monnaies locales, les systèmes de crédit mutuel qui se développent, y compris dans toute l'Europe et dans le monde, les systèmes de banque de temps, c'est-à-dire que par le bas, la société s'est déjà réemparée du thème de la monnaie et de la fabrication de la monnaie. Mais seulement, ce sont des expériences très locales, qui sont localisées, mais qui maintenant se développent aussi au niveau de régions entières, comme par exemple, vous avez en France le SCO, c'est-à-dire une monnaie qui implique l'ensemble du Pays Basque, etc., sur plusieurs départements. Bon, alors la première idée, il y a beaucoup d'idées théoriques sur la manière de changer le statut de la Banque centrale, ce qu'il faut faire, mettre des réserves obligatoires plus élevées, quasiment 100%, obliger les banques, réduire le pouvoir des banques de mettre de la monnaie de manière illimitée, et notamment pour financer uniquement les opérations sur les marchés financiers à terme. Parce que toutes les opérations financières sont financées avec du crédit bancaire. Et c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir du capital pour commencer à être spéculateur sur les marchés financiers. Il suffit qu'il y ait une banque qui vous prête, et puis vous faites la culbute et vous récupérez la mise sans avoir eu un seul euro au départ. Vous voyez, et donc, mais pour changer le système monétaire par le haut, au niveau européen, c'est impossible, pour l'instant, puisqu'il est monopolisé non seulement par les banques en tant qu'agents économiques, mais comme les banques en tant qu'acteurs politiques. Et donc, donc il y a, comme l'a souligné Thomas tout à l'heure, quasiment, on ne peut pas changer le système monétaire tout de suite par le haut. Il faut se dire que l'euro va rester comme ça pour l'instant, puisqu'on n'a pas les rapports de force pour modifier. D'autant plus que ce sont les États eux-mêmes qui se sont mis d'accord pour créer ce type de régime monétaire. Bon, alors, il faut le changer par le bas. Le changer par le bas, ça veut dire deux choses. Bon, je vous ai évoqué déjà le mouvement des monnaies locales, des monnaies complémentaires, de tous ces mouvements, des systèmes d'échanges locaux, de l'ETS, etc. Eh bien, par le bas, ça veut dire, le bas, dans l'Europe, ça commence au niveau des États. Puis ça descend au niveau des régions, ça descend jusqu'aux municipalités. Bon. On a déjà des monnaies municipales, d'une certaine manière. Vous avez en Angleterre le mouvement des Cities in Transition, et vous avez plusieurs villes qui émettent leur propre monnaie. Alors elles sont appuyées à l'euro, mais elles fonctionnent déjà, elles libèrent déjà la capacité de se réapproprier la monnaie en faisant circuler la monnaie beaucoup plus vite que l'euro, bon, etc. Mais en général, ce mouvement de monnaie complémentaire, et si ça vous intéresse, vous devriez il y a un journal, une revue qui s'occupe de ça, qui publie beaucoup d'articles là-dessus. C'est sur le net, ça s'appelle International Journal of Community Currency Research. Et là, vous trouverez beaucoup de choses sur ça. C'est déjà très intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, cette idée, donc, de passer, de reprendre la main au niveau étatique sur la monnaie, en émettant une monnaie complémentaire nationale. Vous voyez ? Alors, c'est ça l'idée. Vous avez la monnaie unique serait transformée en une monnaie commune. Monnaie commune, ça veut dire qu'on garde l'euro, on reste dans la zone euro, mais on ne garde pas l'euro seulement comme une unité de compte, comme ça pourrait être le cas si on était uniquement au niveau international avec des États membres indépendants, mais là on est interdépendants en Europe, et donc en même temps l'euro, monnaie de paiement qui circule, y compris, donc ça serait la monnaie partagée par l'ensemble des pays. Mais à côté de cela, dans la mesure où on ne peut pas changer la politique monétaire unique dictée par le haut, il faut adapter aux situations locales des émissions monétaires qui seraient prises en charge par les trésors publics locaux.
c'est-à-dire des monnaies publiques, des monnaies fiscales. Or, cela, normalement, c'est apparemment interdit par Maastricht, mais pas du tout dans le détail. Ça veut dire qu'on peut très bien créer, alors on va appeler ça des quasi-monnaies, hein, c'est-à-dire des monnaies qui ne sont que des instruments de paiement. Hein. Ce dont on manque, ce n'est pas d'une unité de compte commune, hein, à l'échelle du pays. Ce dont on manque dans certains endroits, c'est des moyens de payer, d'acheter, de payer ses dettes, etc. Et cette monnaie n'arrive pas, en général, assez dans la périphérie des grands pays, etc., où il y a un centre éloigné qui dicte les normes d'émission monétaire. Et donc, voilà, ce qu'il faut donc alors, cette idée-là, maintenant, a commencé à prendre corps, hein, notamment parce que, bon, avec Thomas et Wojciech Malinowski, nous, on avait proposé en France l'idée d'un eurodrachme, hein, qui serait émis par l'État grec et qui injecterait des moyens de paiement en ramenant, par exemple, les salaires ou les pensions de retraite, en les payant dans une monnaie complémentaire. Il y aurait donc, les salaires seraient payés à la fois par des euros et aussi des suppléments dans cette monnaie complémentaire, ce qui redynamise l'économie locale, etc. On pourra revenir là-dessus plus tard. Donc, ce qui est important, donc, c'est de voir que cette idée, qui paraît complètement farfelue, en Europe, on a l'habitude de penser une monnaie unique, même à l'échelle nationale. Déjà 2 minutes. Bon, alors, non, juste pour vous dire qu'actuellement, en Europe, bon, alors il y a eu plusieurs propositions à l'origine qui venaient d'ailleurs des mouvements, des monnaies complémentaires locales, et de faire monter en échelle par le bas des systèmes d'échange locaux qui, au niveau régional, etc. Vous aviez aussi une idée de faire monter en puissance des expériences qui s'étaient menées aux États-Unis dans les années 30, qui s'appelaient des tax anticipation scripts, c'est-à-dire des monnaies, des scripts, c'est-à-dire des billets qui étaient adossés à la fiscalité. Et ça avait été bien étudié dans les années 30. Et donc, ça a commencé ça a évoqué cette solution. Dès qu'un État, une monnaie à échelle plus large, n'arrive pas à descendre pour combler les besoins locaux, il est normal de créer une monnaie locale parce qu'il y a des besoins pour faire circuler les dettes, pour que l'économie locale se continue. Et vous aviez aussi des idées donc bon, je vais vous parler seulement des dernières propositions, puisque en fait, il y a depuis, ça s'est accéléré. Il y a une première vague de propositions dans les années 2011-2012. Et il y a une seconde vague actuelle où il y a à peu près 4 grandes propositions intéressantes pour penser une alternative monétaire qui serait menée de façon unilatérale par certains États qui en ont le besoin. C'est ça qui est important. Et avec l'idée que ce ne soit pas contraire au traité. Alors l'idée que ce ne soit pas contraire au traité, ça implique une certaine modulation. Ça veut dire que ce reste des monnaies de paiement. Hein. Donc, et non pas, ça ne devient pas une nouvelle unité de compte qui contesterait l'euro, etc. Alors, 4 idées, donc 2 familles d'idées, notamment Varoufakis avec son Future Tax Coin, qui emprunte cette idée-là, il y a une première type d'idées qui sont des idées plutôt financières, et d'autres qui sont des idées proprement monétaires, et aussi une proposition d'un groupe d'Italiens qui propose aussi de l'appliquer en Italie, autour de Bossone et Silo Slabini. Ils ont fait un appel, une pétition à 5 ou 6 économistes italiens, qui est un peu orienté de la même façon, à savoir, c'est ce qu'on appelle Tax Credit Certificates. Alors, il s'agit de quoi? C'est-à-dire que, dans le cas de Bossone, qui est une proposition qui est très développée, avec des tests montrant, bon, c'est une proposition un peu keynésienne, mais qui mélange en même temps du monétarisme dans la mesure où la monnaie serait distribuée comme par hélicoptère. On créerait une masse monétaire nouvelle qui serait distribuée proportionnellement aux individus et aux entreprises, aux individus de façon proportionnelle à l'inverse du revenu, si vous voulez, donc avec des effets de redistribution, et aux entreprises en fonction de leurs coûts salariaux, hein, de façon à faire baisser le coût salarial. 0 minute. Bon.
Voilà, donc ça c'est un premier type de proposition assez intéressante. On émettrait la monnaie comment? Alors cette monnaie, en fait, ce sont des monnaies qui permettent 2 ans après d'avoir une réduction d'impôt. Hein? Vous la donnez, mais vous la donnez, elle est porteuse d'un certain intérêt, et donc elle est sur le marché financier, mais en même temps, qu'est-ce qui fait sa valeur? C'est que dans 2 ans, vous allez pouvoir réduire vos impôts. Donc il y a un marché de ces monnaies qui va se créer de façon, parce que si elles sont décotées sur le marché, des entreprises ont intérêt à l'acheter pour gagner la décote pour payer leurs impôts. Voilà, c'est un peu cette idée, mais en même temps, c'est une monnaie qui est censée relancer l'économie, relancer les taxes, etc., et donc redévelopper l'économie, avec des simulations, et c'est intéressant. Alors, il y a une autre monnaie qui est plus, ça c'est un des courants qui est plus théorique, mais il y a un des courants dans lequel nous on s'inscrit, plus historique, si vous voulez, où on s'inspire d'expériences historiques dans les années 30 aux États-Unis, en Argentine, avec les monnaies provinciales argentines essentiellement, mais on peut remonter dans l'histoire, il y a eu plein de choses comme ça, et l'idée c'est uniquement que l'État émette sa monnaie à travers ses dépenses publiques. À savoir, alors il ne s'agit pas de remplacer l'euro par l'euro, moi je vais appeler ça un euro-bocade, hein, parce que le bocade c'est la monnaie argentine que j'ai étudiée, qui a duré 18 ans en Argentine, et qui est très intéressante parce qu'elle était très viable, et donc on peut s'en tenir. Bon, moins 2. Bon, et donc vous avez ce second courant, bon, je ne peux pas venir le détailler, qui aussi... alors l'important, c'est que ces monnaies... La grande différence avec la vague de propositions avant, c'est que les monnaies n'étaient pas maintenues à la parité, elles étaient utilisées pour en fait dévaluer subrepticement. Ces nouvelles types de propositions disent non, il ne faut pas dévaluer ces monnaies, il faut qu'elles soient aussi valables que l'euro, mais à une échelle locale. Elles ne circulent qu'à l'échelle de l'État. Et ce qui veut dire qu'on ne recherche pas la confiance dans cette monnaie sur les marchés, mais on recherche la confiance des citoyens. Et dans la mesure où cette monnaie, à l'échelle nationale, va apparaître comme un bien commun, elle sera soutenue, elle sera utilisée, et elle sera bien sûr, elle sert à payer les impôts. Sa garantie ultime, c'est à la valeur nominale, ça garantit l'impôt. Donc il n'y a pas de risque d'inflation à ce niveau-là. Et donc c'est ça qui est très important, c'est que maintenant, donc on voit bien que maintenant on dispose de plusieurs projets intéressants pour mettre en place des monnaies complémentaires par les États nationaux qui soient compatibles avec les traités, même s'il faut avoir une bataille juridique. Mais il y a des éléments, il y a notamment un grec, bon, etc. Bon voilà. Bon, je m'arrête. Merci beaucoup.